Eh oui, bonjour Internet, bienvenue à Action Bonus, le podcast jeu de rôle. Et cette fois-ci, on n'est pas à distance, on est présent physiquement. Dans la même salle. Dans la même salle, c'est une première pour Action Bonus. Oui, c'est une première pour Action Bonus, puis je suis très content de pouvoir faire ça avec toi, Pierre-Louis, puis je pense que les gens aussi sont contents. Je suis content vraiment de la réception de ce balado-là. On a des commentaires cool. Oui, vraiment, c'est génial. On est content de vous lire, puis ça vous donne aussi un aperçu de l'échelle réelle de nos personnes, maintenant qu'on est côte à côte physiquement dans une vidéo. Oui, Pépé est aussi grand qu'il n'y paraît. C'est dur des fois de voir de ce nom-là. Aussi grand que large, c'est ça qu'il faut dire. C'est grand que large. Puis aujourd'hui, le sujet de notre podcast, on s'est dit, on va faire un appel à tous. On a récolté des questions sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont soumis des questions. On le fera plusieurs fois. Là. On n'aura peut-être pas le temps de passer à travers toutes les questions, mais ça va nous inspirer des discussions, assurément. On va pouvoir répondre. Ça va peut-être... Puis n'hésitez pas à en laisser en commentaire, là. Des questions sur le jeu de rôle. Des questions sur le jeu de rôle ou autre. Des questions personnelles sur nos vies, des relations sociales et tout ça. Mais non, je suis très content de pouvoir parler de ça avec Pierre-Louis, avec toi. Puis je suis content de pouvoir répondre à des questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Beaucoup. Non, c'est intéressant. Je trouve ça le fun de toute la variété de sujets que ça va nous permettre d'aborder. Mais juste avant, le classique du Action Bonus. On va faire notre petit segment. Le segment classique où on va parler de nos lectures du moment. C'est le voyage dans l'imaginaire. Oh mon Dieu, on a une version audio de même, c'est malade. Ben oui, c'est la version que je mets dans les podcasts. Incroyable, oui. Le voyage dans l'imaginaire! Pépé! Oui! Où as-tu voyagé dans les contrées de l'imaginaire? Comme d'habitude, je propose deux lectures. Une lecture qui est ludique et une lecture qui est classique. On va commencer avec ma lecture classique. Moi, je suis un grand fan, mais tu le sais déjà, Pierre-Louis, je suis un grand fan d'horreur. Oui, ben oui. Un fan de lecture d'horreur. J'ai de la misère des fois à trouver des auteurs qui viennent vraiment titiller ma petite fibre horrifique. Et récemment, j'ai découvert Nick Carter. OK. Je sais pas si tu connais. Ben ça me dit de quoi? Je sais pas pourquoi. C'est un nom d'emprunt, c'est même pas son vrai nom d'auteur. C'est comme le nom qu'il utilise quand il écrit des romans d'horreur. Tu m'en avais-tu déjà parlé? J'en ai déjà parlé parce que je t'avais parlé de Little Heathen, qui était un de ces livres que j'avais lu dans le temps. OK. Et là, j'en ai commencé un autre récemment, qui se nomme Troupe 52. Troupe 52, les gens qui nous voient, le bel intro. Troupe 52, qui est un autre de ses romans qui a bien fait parler de lui, et qui, je ne le savais pas, mais Nick Carter est canadien. OK. Et Troupe 52 se passe sur le Saint-Laurent. Ah, Saint Lawrence River. Saint Lawrence Hood, comme on dit. Saint Lawrence River. Et ça se passe sur le Saint-Laurent et c'est une histoire de scouts. Et moi, étant dans les scouts, là, je me sens super concerné. Une petite gang de gars qui s'en vont camper dans le bois. Et on est vraiment dans du gros body horror. Ah ouais? Dans le sens que, un peu la prémisse, là, c'est qu'il y a un homme qui arrive sur les berges de l'endroit où est-ce que les jeunes campent. Ils sont avec eux autres. Ils campent là, sont 5, je pense, 5 me semble, avec leur maître scout qui s'occupe d'eux. Et il est en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un homme qui débarque non loin de leur campement et l'homme est malade. Il est vraiment beaucoup malade. Il y a quelque chose qui va pas bien. Là. Il est vraiment comme, il va pas bien, il est tout maigre, il est tout chétif. On peut le voir comme derrière, regarde, pouf. Monsieur chétif en arrière, c'est les jeunes voix, là, vu monsieur. Et lui, en fait, ce qui se passe, c'est que il est infecté par une espèce de ver solitaire qui devient immense dans son ventre. OK. C'est dans ton sujet qui vient te titiller l'intérêt. C'est vraiment terrible. Et l'affaire, c'est que c'est hyper contagieux. Et là, il se passe des choses, puis on pense peut-être qu'un des personnes, un des jeunes peut-être, est peut-être contaminé aussi. Et c'est hyper contagieux et vorace et rapide. Et il y a beaucoup de scènes, body horror très visuel, très physique, il se passe des choses horribles. Et tout est présenté vraiment comme un roman que tu lis classiquement, sauf qu'au travers, il y a des petits segments de l'ouvrage qui sont en fait comme si c'était des morceaux de... J'aime ça quand ils font ça dans les romans. C'est comme si c'était des coupures de journaux
OK, Il raconte oui. un peu des événements qui sont passés après. Tu sais, les gens font comme épidémie contrôlée sur telle île du Saint-Laurent ou des trucs comme ça. Une personne s'est échappée d'un laboratoire, des choses comme ça. Fait il y a plein de petits événements où est-ce qu'on reconstruit l'histoire pendant la lecture. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup l'écriture de Nick Carter. Je trouve qu'il se lit vraiment bien. Il y a une belle description des personnages et tout ça. Fait que c'est ma lecture horrifique. Que je vous conseille si jamais ça vous intéresse, si jamais vous aimez ça. Mais c'est un cœur sensible s'abstenir. Je sais pas, Pierre-Louis, si t'aimerais ça à ce point-là. Je sais pas. Puis là, il y a les enfants aussi, c'est une dimension. Ça me fait penser un peu à... Il y a un roman de Dan Simmons qui s'appelle Summer of Night. J'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai pas lu. J'ai quelqu'un C'est en a parlé trash. récemment. Ouais. Puis c'est des enfants, c'est parce que c'est des enfants, une histoire de fantômes dans leur école. Puis on dirait que le fait que ce soit des enfants qui le subissent, Ouais. c'est comme plus Plus trash trash. un peu. Ouais. Il y a quelques romans de Stephen King aussi qui vont là. Ah C'est oui, des trucs dans le Kido. Je pense qu'il y a Hit que les gens font « Ah, j'ai vu le film, je vais lire le livre, ça a l'air sympa. » Si vous lisez le livre, préparez-vous à pas aimer la fin. Non. Vraiment pas. C'est bien intense pour les jeunes. Mais en fait, bonne comparaison par contre. Si vous aimez Stephen King, je pense que vous pourrez beaucoup aimer Nick Carter. Ou aussi Patrick Sénécal, c'est plus dans les romans québécois. Ouais. Personnellement, je préfère Nick Carter à Sénécal. Il me fait beaucoup penser à Stephen King sur tes aspects, sauf qu'il y a vraiment une belle plume rapide qui se lit vraiment bien. Fait que je vous conseille fortement. Et ma lecture rôliste pour aujourd'hui, il s'agit de Farewell to Harm Redux, que j'ai reçu, que j'ai commandé sur 402 Games. Ah, OK, oui. C'est ça, je pense que je t'envoie le lien ou je vais te l'envoyer. Là. Et en fait, c'est un hack complet de Morborg à la sauce Première Guerre mondiale. Fait que c'est vraiment une espèce de setting. Ils décrivent ça comme une suite à Morborg. Ça se déroule dans le même univers, mais vraiment plus loin. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a eu un liquide qui est remonté à la surface, que on pourrait voir ça comme du pétrole en quelque sorte, et qui permettrait justement l'utilisation et la conception d'armes de guerre destructrices, et qui réveillerait par le fait même des entités qui se nourrissent un peu de la guerre, des choses comme ça, comme lui. Là. C'est toujours l'apocalypse. C'est toujours l'apocalypse. Et c'est dans le fond, le jeu reste dans les bases de Morborg, fait que c'est très métal, dark, violent. Mais il y a des nouvelles règles qui sont ajoutées au travers de l'ouvrage que je trouve très cool sur de la gestion de troupes. Des petites gangs que tu vas faire des petites missions. Et même de la gestion de missions. Comment est-ce que tu fais pour avancer sur une carte, gagner des territoires, faire des petites affaires comme ça, des petits combats. Pour ça, c'est très chouette. J'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça a été fait en financement participatif. Et vous pouvez vous acheter présentement le livre en version physique. Le PDF, étrangement, n'est pas encore à vendre. Mais la version physique est disponible sur certains sites spécialisés. Si vous êtes au Canada, 402 Games, qui est situé en Ontario, ils l'ont en plusieurs copies. Fait que je lance la balle, ça vous intéresse. Je pense que Pierre-Louis, ça te parle beaucoup comme thématique, ça? Ben oui, mais j'ai un jeu de guerre mondiale là, que tu peaufines avec le temps. Fait que ça va être une belle source d'inspiration peut-être. Fait que ça ressemble à ça. Puis toi, Pierre-Louis, de ton côté, c'est quoi tes lectures rôlistes? Ben, rôliste, j'ai encore lu beaucoup d'affaires. Là, j'ai lu le Quick Start du jeu de rôle de Monty Python and the Holy Grail parce qu'on va faire une partie avec Normand D'Amour et Mathieu Gosselin pour notre festival de jeux. Donc, on est en train de lever des fonds pour faire un festival de jeux de société à Montréal cet été. Et pour lever des fonds, on a toutes sortes de choses qu'on vend. On fait comme une espèce de grande brocante sur la ruche. Fait que vous irez voir le lien dans la description. Vous pouvez acheter autant des t-shirts, acheter une place sur notre jury pour le prix qu'on va donner au festival. Mais vous pouvez aussi acheter la partie qu'on fait avec Normand et Mathieu de Monty Python. Fait que je suis en train de lire le kit de démarrage pour faire une petite partie, toujours dans l'esprit très rigolo des Monty Python. Fait que ce sont un groupe d'humoristes anglais qui ont œuvré beaucoup dans les années 60, puis même encore aujourd'hui. C'est vraiment old school absurde, très sauté. Si vous n'avez pas vu le film Holy Grail, le jeu s'inspire de ça. C'est comme, on est dans le mythe de Arthur et les chevaliers de la table ronde, mais tellement sauté, fait avec les moyens du bord. Soudainement, on ne sait pas trop si c'est la réalité ou si c'est des gens de notre époque qui hallucinent. Puis le jeu de rôle est comme ça. Le jeu de rôle te propose de soudainement sortir tes personnages pour les mettre dans un talk show télé puis poser des questions sur leur vie. Puis de ne pas expliquer pourquoi on passe de leur quête épique à juste un talk show télé. Ils proposent aux maîtres de jeu d'incarner une personnalité différente de leur personnalité de maître de jeu. Oui, je sais. Ça, c'est bizarre.
Moi, ce que je trouve cool de ce jeu-là, je trouve qu'il y a peut-être beaucoup de règles. Puis comme beaucoup de jeux de rôle, ce qui arrive, c'est que ça te donne l'impression qu'il faut que tu joues avec toutes les règles. Parce que tu dis, j'ai acheté un livre de règles, il y a 300 pages dedans, Saint-Seigneur, faut que j'apprenne toutes ces règles-là. Mais je pense que ça, c'est vraiment un gros coffre à outils qui est proposé par le jeu pour te permettre de faire un jeu de rôle comique. Fait qu'il y a plein de mécaniques comiques d'accélération qui sont vraiment le fun. Je pense que si tu joues avec toutes les règles, ça va être un petit peu fastidieux. Tu vas être plus souvent la tête dans ton livre de règles qu'avec le plaisir, la spontanéité de l'impro. Moi, j'ai vraiment l'intention de le massacrer avec bonheur, ce jeu-là, puis de m'en servir pour juste faire des jokes absurdes. Ben écoute, j'ai très hâte de voir ça. C'est sur la ruche qu'on peut aller acheter ça? Vous pouvez l'acheter sur la ruche, puis je vais le dire ici, là, vous allez savoir c'est quoi la prémisse. C'est une prémisse du vrai livre de Monty Python, puis c'est Dieu demande à certains fidèles de faire une mission pour lui. Puis c'est de donner la fessée au pape, parce qu'il a été très naughty. Fait que l'aventure, c'est la fessée papale. Et là, est-ce qu'on va être capable de donner la fessée au pape? C'est une bonne idée, par exemple. Ça va être l'aventure qu'on va vivre. Très cool. Puis au niveau de ma lecture du moment, ben moi, parlant d'absurde, l'absurdité de la vie, j'ai lu Hakim Gagnon, qui est un auteur québécois, qui a sorti un livre récemment qui s'appelle La Dèche. Puis La Dèche, c'est... Hakim Gagnon, il est beaucoup dans l'autobiographie. Oui. Puis sa vie est un peu... Je sais pour dire pathétique, mais je pense que c'est pas le bon mot, parce que c'est pas pathétique du tout. C'est touchant, c'est attendrissant, mais c'est difficile. OK. C'est un artiste, c'est un créateur, il veut vivre la vie à fond. Puis la dèche, c'est la description des conséquences de tout ça, puis de sa fête personnelle. Oh mon Dieu Seigneur. Fait que c'est ça, c'est dark un peu, la dèche. Les thématiques sont sombres, là. Oh. Les thématiques sont sombres, mais je pense que ça... Je suis pas sûr que ça serait une grande inspiration pour quelque jeu de rôle que ce soit, mais c'est tellement lumineux, Hakim Gagnon. C'est rare qu'on lit un livre québécois comme ça qui est aussi franchement drôle. C'est pas juste drôle du genre drôlinet, là. C'est vraiment genre... Foncièrement drôle. Ouais, t'as l'impression que c'est écrit par un gars qui a deux cerveaux, autant un cerveau de poète qu'un cerveau d'humoriste. Puis moi, je reconnais beaucoup l'humour des humoristes de ma génération, là, tu sais, qui va dans l'exagération, qui n'a pas peur de parler de ses problèmes intestinaux de façon exagérée au point où t'es comme « Oh mon Dieu, Hakim, ça n'a vraiment pas l'air facile. » Puis là, en plus, il fait faillite. Il parle à son comptable. Son comptable lu ses livres, puis c'est un personnage. Oh mon Dieu. Tout ça, c'est hilarant. Il essaie de... Tu sais, comment est-ce qu'il... C'est juste tellement catastrophique que là, c'est comme... Il y a un dernier chèque, puis comme il va déclarer faillite, il veut clencher cet argent-là pour pas que la faillite puisse le récupérer. Puis c'est qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là? Il parle de son passé. Granby au passé simple aussi est un super bon livre qui parle de son enfance à Granby, dans un parc de maisons mobiles. Fait que oui, c'est de la pauvreté, mais mis de façon lumineuse en scène. C'est super drôle. Puis je me suis dit, hey man, il faut que j'en parle parce que on parle pas assez de livres québécois dans C'est vrai notre... qu'on parle pas assez de livres québécois. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de fantaisie québécoise. Mais ça, oui, il y en a. Oh. T'avais mon petit, je sais qu'il y en a. Amos d'Aragon. Ben oui, Brian Perrault, je les ai toutes lues. Les Chevaliers d'Émeraude, je les ai toutes Ah oui, il y en lues. a plein en fait. Il y en a vraiment plein. Écoute, on pourra faire un spécial livre fantastique québécois à mener, mais là, Ça serait cool, ça. Ouais. je voulais quand même... on voulait mettre un petit peu de lumière dans votre vie, si vous voulez rigoler. Les Monty Python, Hakim Gagnon, même combat. Nick Cutter, Vers solitaire. Vers solitaire! Let's go. C'est très Hakim Gagnon, les vers solitaires. Bon, écoute, on va commencer tout de suite, sans plus tarder, avec vos questions Internet. Vous avez été nombreux à nous écrire et nous demander toutes sortes de maudites niaiseries. Oh, des questions sérieuses. Il y a des questions sérieuses, mais il y a quelques questions niaiseuses. Non, mais parce que vous le savez, on fait un peu de jokinou. Fait que probablement que les questions vont dans ce sens-là aussi. Là. Moi, j'en ai spoté quelques-unes. Vous allez entendre la floche parce que contrairement à chez nous, quand on est dans le studio et tu game, on entend la floche. Oui. Normalement, il ne flush pas quand on enregistre. Mais des fois, elle part tout seul aussi. OK. J'ai une question ici qui nous vient de Yuko Horfrost. La question.
Vous avez probablement convaincu des dizaines de personnes à essayer le Hobbit. Là, je pense... Le hobby. Mais c'est ça, mais je voulais juste le lire pour être sûr. C'est qu'il fait exprès. Je vous l'avais dit là, que les questions étaient drôles. Il est fin en plus, il est vraiment gentil. C'est là. des blagues, Yoko. Yoko. Mais oui, effectivement, ça doit être l'autocorrect. Le hobby est motivé de nombreuses autres personnes à se lancer en tant que nouveau maître de jeu. Qu'est-ce que cela fait de se prendre en pleine face tous ces messages de remerciement, d'encouragement sur le contenu que vous diffusez sur les internets? On pourrait dire que vous avez insufflé la passion à tous ces gens, moi y compris. Fait que merci, Yoko Horfrost. Effectivement, qu'est-ce que ça fait de vivre? Parce que là, je sais que la question, c'est de nous envoyer un peu des fleurs aussi, de nous dire merci, puis c'est apprécié. Mais il y a des commentaires positifs sur Internet et il y en a des plus négatifs. Comment tu vis avec les commentaires en ligne de parler de jeux de rôle? Je suis excessivement... une de ces personnes qui est excessivement mal à l'aise sur la réception du compliment. Je suis vraiment mal à recevoir un compliment. Je suis mal à recevoir quelqu'un qui me dit « Hey, c'est bon ça, c'est bon ce que tu fais ». Je pense que c'est un sentiment d'imposteur qui est constant et que plusieurs personnes peuvent subir. Par contre, je dois avouer que c'est moins pire qu'avant, et surtout lorsque c'est un commentaire qui est positif et qui est aussi argumenté via l'approfondissement du sujet amené. Tu sais, de pourquoi est-ce qu'on va me donner un commentaire positif sur un élément précis et qu'on approfondit sur le pourquoi de la chose en prenant un exemple, peut-être même des expériences personnelles. J'aime ça, tu sais, parler aux gens, j'aime ça avoir je pose beaucoup de questions dans la vie, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Fait que quand la personne rapporte un peu à ce qu'elle-même a vécu par rapport à ce que moi j'ai pu partager et que ça, par le fait même, elle me remercie à ça, je trouve que c'est super valorisant. En fait, c'est ce qui m'encourage à continuer. Si j'avais seulement que des bravos avec rien d'autre et que des commentaires négatifs, je pense pas que je ferais encore ça aujourd'hui. Fait que, quand c'est approfondi comme ça, je trouve ça cool. Fait que ouais, non, je le vis quand même assez bien en général. Des fois, il y a quelques commentaires justement qui vont me mettre un peu plus mal à l'aise parce que justement, je suis plus gêné, je crois. Mais de façon générale, lorsque je peux avoir l'occasion d'échanger avec des personnes que je sens que la passion est là, que je peux aider à faire pousser cette passion-là au fil du temps, je trouve que c'est super encourageant à ce moment-là. Et toi, Pierre-Louis? Ben, c'est dur parce que c'est sûr qu'on a une espèce de biais, on le voit plus les commentaires négatifs que ceux qui sont positifs. Oui, c'est sûr. Puis oui, il y en a beaucoup, puis ça me fait toujours plaisir. Moi, il y a aussi une pression d'essayer de répondre aux gens, d'essayer de leur donner quelque chose dans le sens que les gens, je sais qu'ils dédient du temps à ce qu'on produit, à ce qu'on fait, puis même si c'est un gros partage de passionnés, je suis toujours content. C'est comme un peu stressant des fois de faire comme « j'ai pas répondu à cette personne-là ». Ou des fois, il y a des messages Facebook qui ont passé comme... Tu sais, quand quelqu'un t'écrit un message sur Facebook, mais que t'es pas ami, puis là, ça tombe dans la boîte bizarre. La boîte autre. Oui, puis là, je suis comme... Tu vas voir, puis il y a juste ce message-là, puis 2-3 messages de compte qui n'existent plus. Là. Puis là, des fois, je suis comme... Cette dame-là m'a écrit en 2023 pour me dire ouais. Mon fils a découvert vos vidéos, puis ça a changé sa vie. Puis je suis comme... J'ai jamais répondu. On est rendu en 2025. Si je réponds aujourd'hui, ça va être weird. Mais en même temps, c'est cette pression-là. J'aimerais ça pouvoir répondre à tout le monde. Fait que je suis désolé si on n'a pas toujours le temps ou répondre à tous les commentaires. Je trouve ça... c'est beaucoup aussi. C'est plus que ce qu'un humain est capable de gérer en temps normal. C'est pas qu'on en reçoit des tonnes. Je veux pas avoir l'air de dire qu'on reçoit genre... On est tellement... Non, mais c'est plus... Même quand on recevait pas beaucoup de commentaires, c'est que des fois, tu reçois un commentaire puis c'est comme « Ah, il faudrait que j'y réponde. » Puis là, t'as pas le temps parce que la vie. Ouais. Puis là, il y a comme la pression de... Je veux-tu repasser dans le backlog des commentaires? Des fois, tu reçois un commentaire qui est super long puis vraiment bien élaboré. Ouais. Tu dis, ce commentaire-là devrait recevoir une réponse qui est super longue puis vraiment élaborée, mais Christy, j'ai pas le temps. Ah oui? J'ai pas le temps. Avec là, j'essaye quand même. Là, j'écris une réponse puis je prends vraiment le temps de la réécrire puis d'expliquer mon point, mais je sais que je pourrais faire plus. Je pourrais faire plus puis répondre plus clairement sur certains sujets. Mais il n'y a pas le temps. Je ne peux pas tout faire. Mais le simple fait de le recevoir, je trouve que c'est incroyable. Ça un gros commentaire de même. Là. C'est quand tu vois un mouvement, quand tu vois qu'il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui écoutent, puis que tu parles pas dans le vide, c'est super encourageant. Fait que merci pour toutes vos propositions, vos commentaires. Désolé, on n'a pas le temps de toutes les répondre. Mais on fait un plaisir. On fait notre possible. C'est quoi votre indispensable en tant que GM, en tant que MJ et joueur lors d'une session? Sauf les dés et les fiches de personnages. De quoi tu as vraiment besoin quand tu joues, à part les dés? La musique. La musique, ça, c'est indispensable? J'ai vraiment beaucoup besoin de musique. En tant que maître de jeu, j'aime avoir un contrôle sur la musique. J'aime pouvoir
la moduler, préparer de la musique quand je sais qu'il y a un événement qui arrive, une scène qui arrive ou que les joueurs s'en vont dans une direction précise. Préparer une musique précise pour un moment. Ou même des fois du bruitage. Mettre un bruit. Des fois, j'ai plugué une sonnerie de téléphone là, à un certain moment. Ça fait faire le son. Ouais. Il y a quelque chose, il y a vraiment beaucoup de détails à ça. On prend vraiment, outre fiche de personnage et tout ça, vraiment, je suis dans la musique. Ouais. Oui. C'est la même chose, je dirais. J'ai essayé de penser une autre. De Renault, la musique. Mais c'était tellement. Tu sais, avant, c'était pas ça. Là. Je pense que pendant quasiment. Je sais pas, même. Au début du game, on mettait pas de musique dans les vidéos. Puis c'est devenu maintenant une habitude. Puis même quand je joue comme joueur, si je joue avec un maître de jeu qui diffuse pas de musique, moi, je me fais une playlist Spotify pour mon personnage, pour la situation. On dirait que je sais pas, c'est comme un truc dans lequel je suis soudainement dans la bulle de l'univers. Mm-hmm. Fait que ça, la musique, je dirais, moi aussi. Hey, j'ai une autre question ici qui nous vient de MacDD7257 qui demande « Selon vous, c'est quoi le pire péché que peut commettre un MJ? La pire affaire que peut faire un MJ? Le péché! Ça, c'est quoi? Un péché. C'est sûr que c'est drôle parce qu'un péché, c'est comme une espèce de dictat divin aussi. Là. Un espèce de bris moral important. Moi, j'essaie d'y penser parce que j'en ai pas beaucoup des péchés parce que je serais du genre à faire comme... Ça dépend de ta table, ça dépend du monde, mais je te dirais qu'une game qui dure au-delà d'un temps qui fit dans ma tête, je pense que c'est là que je trouve le plus difficile. Mettons, on est un soir de semaine, on joue, puis la game continue, puis il est rendu 11h, 11h30, là, il est rendu minuit. Ce qui est dur pour moi, puis je dis péché, mais je veux que tu le prennes avec un grain de sel, parce que moi-même, j'ai déjà été dans ces situations-là où on est dans cette game-là, puis là, il est rendu minuit, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est parce que ça crée un malaise dans lequel il n'y a plus personne qui joue la game. Peut-être que votre groupe, tout le monde est d'accord, c'est normal, on joue passé minuit, mais un soir de semaine, ce qui arrive, c'est que là, tout le monde se demande à faire « C'est-tu moi qu'il faut qu'ils disent de quoi? Si je vais-tu te briser le fun si je lève la main puis je fais comme « Hey, moi, faut que j'aille me coucher. Tu veux pas péter le moment du MJ aussi parce que tu veux dire « Hey, il y a peut-être un moment clé qui s'en vient, là, un espèce de... » Tu sais, puis je veux pas faire comme... Parce que c'est arrivé, des fois, Ben, il levait la main dans les games en faisant comme « Hey, là, je lève la main parce qu'il est rendu 10h30 puis t'es comme genre, toi, t'arrives à ton moment final puis t'es comme « Oui, Ben, ça s'en vient. » Excuse-moi, Ben est encore plus à partie. Tout le temps, Ben. Tout le temps, lui qu'on pointe du doigt. Ben, tu comprends? Ça crée l'espèce de moment. Ouais. Fait que, moi, je trouve ça délicat parce que, tu sais, je l'ai fait là, récemment. Là. Il y a une game, le combat, on était dedans, là, puis tu sais, on joue à Forbidden Lands, puis je salue la gang d'ailleurs. Mais tu sais, tu le vois venir, puis là, on dépasse 11h. Puis là, j'étais comme, hey, je pense que... Ah non, je pense que je vais être le gars qui va dire ça. C'est lui qui va le faire, qui va péter le mot. Puis c'est parce que je pense pas à mon tour, je pense pas à ce que je veux faire, je pense plus à qu'est-ce que je vais dire en personnage. Non, là, t'es trop sur le moment présent de voir... C'est comme, ah fuck, faut que je... C'est le moment où est-ce que t'as tes implications et tes obligations de vie qui viennent comme un peu tasser. Oui! Le temps que t'as dans la tête du jeu de rôle pour pouvoir dire, il faut vraiment que ça fasse ça. Faut qu'on change, faut qu'on arrête ça là. Parce que là, tu sais, j'ai des affaires à ramasser. Après ça, il va falloir que j'aille me brosser les dents. Là, je serais pas capable de dormir tout de suite. C'est sûr que ça vient aussi affecter ta manière que tu joues. Là. T'es moins efficace, t'es moins présent, t'es moins... Je pense juste à ça. Fait que là, j'ai fait comme, hey, il va falloir que j'y aille. Puis là, tout le monde est comme, oui, là, qu'est-ce qu'on fait? Laissez-vous 10 minutes. Puis là, t'es comme... La face, c'est rare, c'est juste 10 minutes. Ouais, c'est ça. C'est tough le timing en D&D parce que c'est pas un piton où tu peux arrêter à l'heure pile. Fait que moi, je dirais que c'est ça, je pense. C'est pas un péché. Là. Je dirais pas... Je pense que péché, c'est intense. Toi, c'est quoi? Ben, vois-tu, je suis un peu dans les mêmes eaux, c'est ça le pire. Je suis un peu dans les mêmes affaires, sauf d'un autre point de vue. Au lieu de dire être le gars qui va comme couper le temps ou tout ça, c'est vraiment, en tant que maître de jeu, j'aime ça, respecter mon temps, justement, si on le dit que ça dure jusqu'à telle heure. Je vais vraiment tout faire mon possible pour que ça arrête à cette heure-là. Puis, mettons que les gens disent « Hey, mon heure max, c'est 11 heures. » Je vais vraiment... Puis, à un point où est-ce que j'en suis venu à concevoir mes parties, je suis rendu à concevoir mes parties en incluant
des événements ou des situations buffer, dans le fond, des sens Ouais. que je me dis, ça, je peux couper dans le gras. Je peux enlever ce moment-là si j'ai l'impression qu'on s'en va trop vers un moment qui va être trop long. Si je me rends compte qu'on va dépasser, puis que j'ai mal géré mon temps, parce que souvent, je déborde au début dans mes débuts. Mes débuts sont tout le temps longs, là. C'est tout le temps mes intros qui sont interminables là, quand j'anime. Ben, je vais me laisser des situations que je peux couper sans que ça vienne briser l'histoire en jeu. Ouais. Et que je vais pouvoir me permettre d'arrêter ainsi à l'heure voulue. Parce que ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment important. Surtout quand c'est le maître de jeu qui te le confirme en début de partie. Ouais. S'il te dit, hey gang, ce soir, je suis maître de jeu, on termine à 11h. Puis que le joueur qui est rendu comme 11h30, 11h45. C'est dur. C'est dur un peu. C'est dur un petit peu. Mais oui, mais écoute, c'est sûr que c'est un défi, on le sait. Là, Oui, pour c'est un tout le défi. monde. Oui, c'est un défi. Fait que, écoutez, je veux que vous le sachiez, mais oui, c'est ce que je dirais. Ça, puis d'être un méchant MJ qui veut juste faire de la peine à ses joueurs. Mais j'allais dire ça aussi. J'allais dire aussi prendre personnel. Tu sais, de rendu avoir comme une. Des fois, il y en a qui le font sans vraiment en être conscient. Tu sais, avoir un biais négatif envers des personnes. Ou même, au contraire, un biais trop positif aussi. Mettons, Ça, je considère comme que c'est. ce qu'on a contre Ben, mettons. Ouais, exactement. Non, mais un biais positif, tu sais, ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir joué, par exemple, dans une partie où, c'est plate à dire, mais tu sais, il y avait un maître de jeu, puis il y avait sa conjointe qui jouait aussi. Puis tu vois qu'il y avait comme un petit côté qui était un peu plus facile, tu sais, moins difficile, moins de jet. Puis des fois, des regards, genre, tu sais, fais-moi pas faire ça. Ou, Un personnage qui prend un peu plus Ouais, d'importance. ouais, c'est ça. On dirait que le petit côté biais ou favoritisme, je trouve que ça peut être problématique. Ça vient même me déranger un peu. Ouais, ça serait un bon sujet aussi. Ça parce serait que, un bon sujet. Hein. ouais, c'est dur de pas avoir un joueur préféré parce Ouais. que des fois, t'as des joueurs qui sont comme genre, hey, son personnage est le fun, le joueur il est le fun. Puis on dirait que soudainement, tous les autres joueurs, t'es oubliés un peu, t'as plus le goût de jouer avec eux, t'aurais le goût de passer tout le temps avec juste cette personne-là. Parce qu'elle est cool, mais les autres sont nuls. Mais Non! Mais souvent, rendu là, tu trouves que c'est important de trouver. C'est ça que j'aime en tant que maître de jeu, en tant que maître de jeu, c'est de leur attribuer un peu entre parenthèses, des rôles. Tu sais. Je sais que lui, c'est le gars qui est proactif, c'est la personne qui va me faire avancer l'histoire. Lui, ça va être mon plus funny. Fait que si je veux avoir un événement qui est plus comique, je vais plus me tourner vers lui. Statistique, ok, il va plus aider les personnes. Fait que, je comprends. Essayer d'avoir quand même d'être une certaine neutralité envers tout le monde. Ouais, exact. Écoute, j'ai une autre question ici de JP, je pense, JDR, qui nous pose quelques questions. Je pense qu'on en a répondu quelques-unes. Je vais peut-être répondre rapidement en disant, en venant ici en France, que diriez-vous de faire une convention de jeux de rôle Québec-France? Ben, pour l'instant, moi, personnellement, j'ai pas de plan d'aller à Octogone présentement ou à un autre rassemblement de jeux de rôle français. Ce qui est difficile, c'est parce que c'est loin la France. Puis aussi, on a des familles, etc. C'est pas exclu, mais il y a l'événement, justement, on va avoir beaucoup de jeux de rôle au FLIM. Ce ne sera pas un festival dédié aux jeux de rôle, mais moi, je vais faire du jeu de rôle commando dans la foule. Oui, il m'a dit ça. Je me suis fait expliquer ça hier. Doyon m'a raconté ça. Ouais, il va y avoir du jeu de rôle sur scène. Fait que on aimerait ça éventuellement, là, que si le film prend de l'ampleur, que ça puisse être une opportunité de collaboration entre événements. Mais la question à laquelle je voudrais répondre pour JP, c'est combien de temps par semaine vous prend la réalisation de tous vos contenus? Est-ce que vous faites des plannings, des réunions, du team building, peut-être même? Toi, Pépé, qu'est-ce que tu dirais? Bonne question. Sincèrement, concernant Coup Critique, je planche sur Coup Critique à chaque jour. Ouais. À chaque jour, il y a un petit peu de Coup Critique qui se fait, peu importe le type d'ouvrage. À chaque jour, il y a quelque chose. C'est difficile de dire par semaine combien d'heures est investi. Ça doit environner peut-être le 25-27, je dirais. OK. Par semaine? Par semaine. Des journées qu'il y en a plus que d'autres, mais j'en fais tout le temps un petit peu à chaque jour. Pas tant de... La question, tu parlais, ça mentionnait de team building, de réunion planning. Pas tant. Un peu, surtout dans les préparatifs. Moi, je vais surtout être beaucoup dans les préparatifs, surtout pour des projets de collaboration, des projets de... exemple d'Actual Play. Il va y avoir beaucoup de préparatifs en amont avec mes joueurs et mes joueuses pour simplement mettre au clair certaines choses, les balises, préparer aussi, autant du point de vue du jeu en soi, mais aussi en point de vue aussi du point de vue
marketing, si on veut, de la chose. Préparer les publications, préparer sur quoi est-ce qu'on tease, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut présenter, quelle exclusivité qu'on veut offrir et tout ça. Là, à ce moment-là, il y en a qui se fait beaucoup, mais ça demeure que j'ai beaucoup de projets que je fais en solo. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas tant de team building qui se fait envers moi-même. Là. Mais sinon, lorsque c'est des actualités, oui. Lorsqu'on se prépare, tu sais, nous, en fait, tu sais, on dit team building et réunion et tout ça, mais quand on se prépare pour des actions bonus, souvent, on s'écrit un peu. Ouais, on prépare les sujets. Mais tu sais, on n'a pas de grosses rencontres vraiment. Là. Ouais. J'avoue que j'étais un peu un gars qui est un peu allergique à une rencontre qui aurait pu être un courriel. Ouais, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Le plus une organisation grossit, le plus il y en a de ça. Là. Ouais. Je veux pas dire que Game, c'est ça qui se passe, mais des fois. Des fois que. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup rester au strict minimum pour justement mettre l'emphase sur le nécessaire et l'essentiel. Mais oui, ça peut être très important des fois. À certains moments, je vais avoir des rencontres, des oui. Tout ça. Surtout quand je vais faire des entrevues avec des gens que j'ai jamais rencontrés, avec qui j'ai jamais parlé en personne, de vive voix. Ouais. Je vais prendre le temps au moins d'échanger peut-être à une ou deux reprises au moins pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Mais ouais, ça ressemble à ça. Toi, de ton côté, justement, avec Etugames, ça demeure que la machine est plus grosse, elle roule, il faut que ça run, il faut qu'il y ait des rencontres. On est plusieurs aussi. Ça, c'est ce qui aide. Moi, personnellement, il n'y a pas tant de temps que ça. À part, mettons, si on regarde une partie, on fait à peu près une partie de jeu de rôle par mois pour Etugames. Fait qu'à ce moment-là, cette partie-là, ça représente peut-être 3 heures filmées ou 3-4 heures en studio, puis 2 heures de préparation. Fait que nous, on fait de la préparation dans le sens qu'il faut que je sorte Excusez-moi, peut-être que vous entendez mon micro frotter un peu, là. Mais oui, de la préparation. Donc, je fais 2 heures pour les parties de Etugames. J'en fais beaucoup moins dans mes parties normales. À la maison, là, je prépare presque pas. Ou très peu. Mais je vais aussi faire les vidéos conseils. Ça aussi, c'est beaucoup de la préparation, de l'écriture, de la recherche en amont, puis de les tourner. Puis les vidéos spontanées que je fais chez nous, ben ça, c'est ce qui prend peut-être le plus de temps parce que je fais tout. Le montage des conseils, c'est plus moi qui le fais. Le montage des parties, c'est Raph qui le fait. Fait qu'il y a beaucoup qui sont délégués. Je dirais que ça doit représenter peut-être dans le mois, là, peut-être 30 heures, 20-30 heures. Dans le mois, ouais. Nous, avec Etugames, c'est ça, on a essayé de vraiment optimiser le temps qu'on passe à travailler sur chaque vidéo. Des fois, ça fait que certaines vidéos sont peut-être un petit peu moins... Tu sais, mettons, les conseils jeux de rôle, c'est l'exemple. On fait très peu de montage dessus. Les parties intimes, oui, il y a du montage, mais c'est un montage qui est minimal. On va en faire beaucoup dans une journée. Fait que les conseils jeux de rôle, on va en faire 8 dans une journée. Fait qu'il y a moins de déplacements, moins de temps à monter les décors, moins de temps C'est quand même du temps, mais on essaye de faire le plus avec le moins de temps possible. Après ça, c'est sûr que là, il y a toute la recherche. Là. Fait que moi, je lis beaucoup de trucs de jeux de rôle, je lis des blogs, j'écoute des vidéos de jeux de rôle. Ça prend beaucoup de temps, ça, quand même. Ça prend quand même beaucoup de temps. Ouais, puis tester ça, les jeux. Aussi le synthétiser, de reprendre tes mots, essayer de approfondir le sujet, essayer de trouver des nouvelles approches. Ça, je trouve que c'est une bonne partie du temps. Ouais, puis tu sais, c'est ça, un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait certaines vidéos qui avaient comme trop d'influence sur moi. J'écoutais beaucoup D&D Shorts, puis là, j'étais comme, hey, c'est un bon sujet, il faudrait que je le refasse. Puis des fois, j'étais comme, je trouve que ça ressemble trop. T'as l'impression de juste copier? Ben, de faire comme un moment donné, j'étais comme, le contenu est comme, tu sais, des fois, c'est parce que lui-même va chercher des trucs sur Reddit, puis après ça, il est fait en vidéo. Mais là, toi, tu l'écoutes son vidéo, puis là, finalement, il y a toujours les mêmes builds qui circulent, les mêmes discussions, les mêmes sujets. Fait que là, dans la dernière année, il y a eu beaucoup la réflexion d'essayer de prendre des sujets puis de trouver un autre angle. Mais ça, c'est aussi beaucoup de temps. Fait que c'est ça. Je vous dirais que c'est ça, le temps que ça prend, c'est beaucoup de temps. Mais on fait d'autres choses. On fait tellement d'affaires que... On oublie. On en oublie. Que pensez-vous de la qualité des traductions françaises? Ah là 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 là! Tu m'as embarqué là-dessus! Alors, traduction française, bien sûr, il y a le nouveau manuel de Donjons Dragons qui est paru en français au début du mois de mai. On dit, j'ai l'impression que la qualité est assez faible généralement, même si je suis content qu'elle existe pour les gens qui ne parlent que français. Essayez-vous toujours de mettre la main sur la traduction, si elle existe, d'un jeu de rôle, ou au contraire, vous contentez-vous de la version originale, voyant la VF comme superflue? Déjà, je vais dire que je vais faire attention à ce que je vais dire parce que je ne veux pas non plus pinpointer, je ne veux pas non plus mentionner ou pointer du doigt
certaines traductions, certaines boîtes pour leur traduction, alors qu'il y en a que je trouve qui font un travail super bon. Ben oui. C'est pas facile non plus, c'est un travail qui est... Je pointe vers toi, Sandy Julien. Vraiment bon. Super bon traducteur. Et d'autres boîtes que je trouve qui... c'est un peu moins la tasse de thé. Mais je pense que on dirait le détail, du moins, on est d'accord, on en a parlé, là, l'élément central qui est, selon moi, un peu plus problématique, je pense que tu es d'accord aussi, c'est quand la traduction ne vient pas refléter une approche française dite un peu plus internationale. C'est tellement difficile, mais c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que parfois, l'approche de traduction va faire... C'est quoi le mot qui va être le plus approprié en français? Puis souvent, ça va légèrement décaler la traduction vers quelque chose qui sort un petit peu du milieu d'origine du jeu. Moi, par exemple, je suis vraiment fan de quand on fait une adaptation, une traduction d'une pièce anglaise, s'il y a des sacres en anglais, qu'on garde ces sacres en anglais-là, puisque déjà, de toute façon, pour la plupart des francophones, les « what the fuck »,« motherfucker », on sait c'est quoi. Et moi, comme Québécois, quand je lis une adaptation d'un texte anglais dans lequel on a transformé les « fuck » en « bordel »,« bordel de merde »,« putain de merde », moi, personnellement, c'est que je n'ai plus... J'ai beaucoup de mal à imaginer cette pièce-là se dérouler à New York, par exemple, ou dans un monde fantastique qui représente l'Angleterre médiévale, quand tout le monde, soudainement, parle en argot parisien. Oui. Ça, c'est un de mes points où est-ce que moi, j'ai du mal avec les versions françaises et ça m'empêche de lire les traductions françaises. Oui. Quand il y a... Le Warlock, pour moi, ça a été comme un des... Je sais que ça gosse du monde, là, mais moi, j'aurais... Tu sais, le Warlock, je pense que c'est un terme qui ne nécessitait pas une traduction. La classe du Warlock dans Donjons Dragons, qui est devenu l'occultiste. Par exemple, on fera pas des efforts pour traduire ninja. Tu sais, ninja fait maintenant partie de la culture populaire, alors que ninja est un terme japonais qui n'est pas traduit nulle part. Tu sais. On utilise ninja, puis on est comme à l'aise avec le fait que c'est un terme emprunté d'une langue étrangère. C'est vrai. Warlock, on comprend l'idée d'un sorcier maléfique, un petit peu... Puis que le terme soit un peu étranger, c'est correct. Tu sais, je veux dire, on en a plein des mots qui sont tirés d'une autre langue ou d'une autre racine. Il y a beaucoup de créatures dans Donjons Dragons qui vont garder la racine. Tu sais, on pense par exemple au yokai. Il va s'appeler un yokai. Ça va s'appeler un yokai. Ça va pas être traduit dans un autre terme. Je pense qu'on a cette sensibilité-là en se disant le français à tout prix. Puis je comprends, au Québec, on a ça aussi. Là. Tu sais, les gens font... Parfois, il va y avoir des plaintes à l'Office de la langue française parce qu'il y a des menus sur lesquels il y a des termes italiens. Canadien, go. Quoi? Oui! Tu sais, il y avait ça sur un autobus, c'était marqué Go Canadien, go. Il y a une plainte. C'était pas assez français. Ça devait être allez-y, les Canadiens, allez-y. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être là un certain complexe parce qu'on est comme là tout en français tout le temps. Oui, puis aussi parce que je te demande un certain combat permanent au Québec. Là. Il y a comme c'est un sujet sensible, on va dire ça comme ça. Puis même en France, je le sais aussi, ça n'empêche pas que dans la culture populaire, on intègre des shopping, parking. Ça va irriter certaines personnes, on s'en sortira pas. Mais moi, c'est techniquement aussi comme jeune du Québec qui souvent avait juste pas accès aux livres en français. Ouais. Ici, c'était parfois, là, mon adolescence, là, c'était de chercher le livre en français puis de ne pas le trouver. Ouais. Il n'existait pas le livre de Donjons Dragons et j'ai pas eu le choix d'apprendre l'anglais pour jouer à ce jeu-là. Puis après ça, c'est quand le pont avec la traduction française, les termes deviennent tellement éloignés puis que Weapon Mastery devient botte d'armes. Je suis comme... Pourquoi ça ne serait pas maîtrise des armes? Il me semble que les mots sont plus similaires. Je pourrais suivre plus facilement. Mais vois-tu, ça serait intéressant de poser la question, par exemple. Si Sandy Julien écoute cette émission, c'est le genre de choses que j'aimerais ça savoir. Qu'est-ce que lui aurait utilisé comme terme? Parce que ça demeure que là, c'est des exemples de Donjons Dragons. Là. Exact, oui. Mais Donjons Dragons, OK, la traduction, ouais. Parce que la traduction, c'est toujours des choix. Puis je sais qu'on peut avoir... Il n'y a pas une bonne réponse. Non. Oui, bien sûr, ça m'a exposé à du vocabulaire que j'aurais pas été exposé autrement. Mais je sentais que l'important, c'était pas nécessairement que les termes soient le plus proches possible, plus que ce soit du français correct. Comme si le fait d'avoir du français correct était plus important que le terme mécanique soit représenté, où il y a une certaine similarité, une facilité d'usage pour le joueur.
Oui, je comprends. Je comprends très bien. Intéressant. C'est un gros sujet. C'est touché comme situation. Vous voyez que c'est vraiment... Tout même Sais-tu, j'ai appris récemment, puis il y a aussi l'idée de ta traduction que tu fais, puis je viens pour en avoir parlé avec Cindy, entre autres, la traduction que tu fais peut souvent venir complètement chambouler la mise en page d'un ouvrage, parce que les mots en français sont beaucoup plus longs, prennent beaucoup plus de place. Oui, exact. Moi, pour Horreur Liminale, justement, à la base, j'avais mis le mot cultiste dans le livre. J'étais pour t'en parler et je sais que c'est Adepte du mauvais français. Ouais. Cultiste, ça n'existe pas comme terme. Je comprends ça. Je comprends ça! Je veux dire, je suis pas plus fou qu'un autre. Ouais. Mais on invente sans arrêt des choses. Ouais. Et on peut aussi inventer des mots quand on le veut. Mais surtout qu'il a été utilisé dans d'autres ouvrages. Puis je le sais qu'il y a l'idée d'avoir le français correct, puis je sais que, surtout pour les... Pas juste pour les Français de France, mais aussi pour les érudits québécois. Mais Seigneur, moi c'est ça qui me dérange, c'est que c'est ça qui devient la priorité, c'est que ce soit du français correct, mais ça dans le monde du jeu, tout le monde s'en fout. Tu comprends? C'est concrètement, les joueurs à la table n'auront pas une meilleure expérience parce que c'est du français correct. Ils vont souvent se débattre en faisant « Excuse-moi, c'est quoi ce terme-là? » Ah, ça c'est, par exemple, l'action foncée est devenue l'action pointe. Mais à la base, c'est foncé. Maintenant, dans la nouvelle édition... Ça a déjà été foncé. Ça a déjà... Je sais pas. Moi, je veux dire, il y a eu 2-3 éditions aussi, fait qu'on finit par se perdre dans les traductions. Ouais. BBE, Donjon. Je sais que c'est pas facile. Puis je sais qu'il n'y a pas une bonne réponse. Je pense pas que ce sont des traductions de mauvaise qualité, mais j'ai l'impression qu'elles ne sont pas toujours en adéquation avec ce qui servirait les joueurs qui jouent avec les 2 volumes. Oui, je comprends. Anglais-français, parce que ce qui arrive aussi concrètement, c'est que tout ne sera pas traduit. Vous comprenez? On l'a vécu en 2014, puis là, encore moins maintenant que le nombre de joueurs diminue. Fait que les livres que vous voulez avoir, qui n'auront pas de version française, vous n'aurez pas le choix de jouer avec la version anglaise. Ça me désole, par exemple. Je comprends. Je comprends très bien. C'est vraiment... Moi, je ne sais pas me positionner par rapport à ça. Parce que, avec, par exemple, cultiste et adepte de culte, je l'ai changé. Puis je comprenais, puis j'étais comme d'accord avec ça au fond. Oui. Mais ça vient complètement... c'est adepte de culte, c'est beaucoup plus long que cultiste. C'est souvent ça, le français. C'est venu me chercher sur ma mise en page, puis je sais que c'était pareil pour Shadow Dark, et on avait parlé que c'était beaucoup plus compliqué à cause de ça. Je sais pas trop me positionner encore ça, parce que j'ai quand même un amour pour la langue française, mais je suis quand même d'accord que... On dirait qu'il y a une certaine... C'est comme du français international, là, l'espèce de... Je me dis, une uniformité qui... C'est comme s'il n'y avait pas d'importance, parce que pour vrai, au Québec... Point que personne qui dit ça. Oui, c'est ça, là, ça devient très, très précis. C'est-à-dire, je pense que même il y a certaines personnes en France qui vont peut-être pas avoir ce même écho-là en faisant pointe. C'est pas quelque chose qui est utilisé dans le langage courant, peut-être, je sais pas. Mais au Québec, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire l'action pointe. Il y a personne, je connais personne qui dit ça comme terme. Et peut-être, on dirait que ça me dérange pas que si le français est très représentatif, mais d'un angle qui est assez universel, sauf que c'est difficile. C'est tellement tough. Moi, ça, c'est une question pour toi. Vas-y. Quelles sont les raisons qui vous font préférer un jeu avec des règles légères, comme Horreur Liminale, par exemple, à un jeu davantage rule-heavy, comme DCC ou Pathfinder, selon le contexte? Toi, pour quelles raisons, des fois, tu préfères un ou l'autre? Est-ce qu'un jeu où les règles sont très simples permet de garder les joueurs intéressés par la progression de leur personnage? Ou bien ça prend quand même un peu de crunch pour garder l'intérêt? C'est une bonne question. Bonne question. En fait, pour vrai, j'en ai aucune crise d'idée. Non, c'est pas ça. Sincèrement, je pense que c'est vraiment dans l'intention, plus qu'autre chose. Dans le sens que, par exemple, Horreur Liminale, j'aime beaucoup les jeux qui sont très légers lorsque je vais vouloir mettre l'emphase sur des éléments qui n'ont pas à être régis par des règles, comme l'ambiance, comme l'horreur. C'est des choses qui viennent influencer, oui, les personnages en jeu, mais aussi également les personnes autour de la table. Tu sais, quand tu veux instaurer une aventure d'horreur, moins de temps tu restes penché sur ta feuille comme ça, à juste regarder tes caractéristiques, plus tu vas être capable d'être immersé dans l'histoire en cours et de vivre en soi l'ambiance horrifique et de peut-être réagir à certains moments qui sont plus tendus ou plus épeurants. Alors à ce moment-là, je trouve que c'est plus facile lorsque c'est plus léger, alors que dans un jeu plus
crunchy, comme DCC, je considère que c'est plus intéressant parce que justement, là, l'emphase est plus mise de l'avant sur le déroulement de la situation, les énigmes, bref, quelque chose de concret en jeu, quelque chose de très tangible. C'est rare que dans l'horreur liminale, je vais vraiment mettre un détail, un souci du détail sur le « OK, devant vous, c'est une pièce de 2 mètres par 2 mètres, de 4 mètres de haut. Et il y a au fond une pile de bois à côté au bois, à peu près avec un espèce de miroir qui plane dessus. » Ça, je ne ferais pas ça dans un jeu d'horreur. Parce que justement, je ne vois pas l'intérêt. Les personnages ne sont pas construits physiquement. Ils n'ont pas les caractéristiques qui permettent de vraiment gérer ce genre de situation-là de façon stratégique ou de façon rusée. Alors que là, dans DCC, là, tu vas dire, OK, mon équipement, ma pôle de 10 pieds, je suis capable d'aller taponner, voir des choses, de toucher au plafond. OK, j'ai un sortilège qui pourrait peut-être me permettre de soulever les piles de bois, voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Donc, c'est vraiment juste, surtout dans l'intention. L'intention me fait choisir un jeu ou un autre selon ce que je veux faire. Et je pense qu'il y a quand même certaines limites ou certaines lignes que je ne dépasserai pas, même si mon intention peut être plus stratégique. Tu sais, même que, à un certain point, même si j'aime beaucoup le fait de pouvoir gérer des systèmes un peu plus lourds, il y a une ligne qui n'est pas à dépasser lorsque ça vient à ralentir trop le jeu. Moi, je pense que c'est la chose que je mets le plus d'emphase dessus, c'est sur le rythme, le pacing du jeu. C'est à partir du moment où le système est tellement comme OK. Fait que, tu sais, on en parle souvent, on a souvent fait des blagues là-dessus de Pathfinder 2. Là. OK, première action, je vais attaquer, non déplacer, j'ai une action bonus, j'ai une autre action après, puis ça, je reviens vers là. Quand c'est à ce niveau-là, pour moi, là, ça atteint mon point de non-retour. Là. Je suis pas rendu là pantoute. Même quand je veux être dans quelque chose de plus crunchy. Même que je dirais que mon très crunchy n'est pas si crunchy que ça. En matière de jeu que j'aime. Parce que là, on mentionne DCC dans la question, mais je ne considère pas DCC si crunchy que ça. Puis je pense que, de façon générale, les personnes qui aiment les jeux crunchy ne vont pas considérer DCC comme crunchy. Le crunch de l'un et le... n'est pas le crunchage de l'autre. Exactement. Exactement. Parce que... Mais je comprends la question, par exemple. Je comprends l'intention de la question. Il y a des tables, tu sais. Tu sais, mettons ton sort, il faut que tu roules, il faut que tu ailles voir la table, il faut que tu checkes l'effet. Oui, mais ça fait comme un peu partie du plaisir, du hasard. Souvent, le crunch de DCC est beaucoup orienté sur le hasard d'un événement ou justement sur les effets que tu ne sais pas qu'est-ce que ça va te donner. Là, c'est une surprise pour tout le monde. C'est pas un calcul. C'est ça qui est différent. Le crunch n'est pas orienté sur une stratégie de calcul, de maximisation. La complexité est basée sur le fait de devoir lancer des dés sur des tables et de ne pas savoir à quoi s'attendre comme résultat, que ce soit un échec critique, un coup critique, résultat d'un sort, un duel de magicien. Il y a plein de choses comme ça, mais c'est une surprise. C'est tout ça. Ben, moi, j'ai l'impression que, tu sais, ce qu'on appelle crunch, en fait, là, tu sais, qui prend du temps, de l'espace, tu sais, je pense que ça dépend de ce que tu as comme intérêt qui titille, tu sais. Moi, j'ai tout ça en moi. Là. J'aime ça faire des histoires, j'aime jouer des personnages, mais j'aime le puzzle mathématique de tu me pitches un set de règles et j'essaye d'en faire le maximum. Je pense qu'on a tellement essayé de le cerner de différentes façons, là, mais par exemple, il y en a pour qui, si tu leur dis, ben, il va falloir que tu trouves une façon de manœuvrer dans la politique du royaume pour être capable de convaincre le roi d'arrêter la guerre, puis qu'on fait genre 3 heures de roleplay là-dessus, puis le puzzle, c'est de se parler, de se rencontrer. Il y a des gens qui vont être comme, ouf, man, ça, c'est leur crunch. Ils sont comme, ça m'apparaît lourd. Pour vrai, il va falloir que je parle, puis là, tu vas me décrire des personnages, il va falloir que je me souvienne de qui et quoi, puis de leurs intentions, de leurs désirs, tu sais, déjà ça, où tu leur mets plusieurs personnages, ça, c'est du crunch pour eux. Puis il y a des gens pour qui les chiffres, les mathématiques, c'est comme, faire un personnage de Pathfinder. Ça va me prendre un petit moment, mais je te fais ça à soir, là. Je t'en fais un si tu veux. T'sais. Ça, pour eux autres, c'est leur fun. C'est comme de sortir ces règles-là, de les voir agir. Puis des fois, j'ai le goût de jouer à Gloomhaven, mais d'autres fois, j'ai le goût de jouer à un jeu de dés niaiseux. Ouais. Ça dépend de mes... Puis je pense que tu peux jouer longtemps avec n'importe quel jeu. Parce que tant qu'il y a des bons joueurs et du plaisir... Moi, je pourrais jouer non-stop avec un jeu où est-ce que tu as juste un D6 puis il n'y a pas de règles. Je pourrais faire une campagne de 1 an là-dessus, tu sais. Oui. Je suis absolument d'accord. J'entends souvent des personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas faire de campagne de Mario Bros parce que c'est trop simple. Il y a plein d'exemples en ligne de gens qui ont vécu cette expérience-là. Ouais. Au final, c'est pas nécessairement... La durée n'équivaut pas à la crunchiness du jeu. Ouais, un petit Un jeu simple peut durer longtemps. Ouais, c'est ça. Va chercher le crunch là où le plaisir se trouve pour toi. Écoute, on a le temps peut-être pour
une ou deux autres. Là. Parfait. On a quelqu'un ici qui nous dit « Je suis un grand fan de jeux de rôle historiques. Des exemples, Pavillon Noir, Colonial Gothique, Maléfice, entre autres. Mais je ne crois pas en avoir déjà vu sur vos chaînes respectives. Est-ce que ces sorties en français ne sont pas arrivées jusqu'à vous ou ce n'est pas votre tasse de thé? Et si c'est le cas, pourquoi? » Eh bien, la bonne réponse à cette question est ce n'est pas arrivé jusqu'à nous. Il n'y a aucun de ces 3 jeux-là qui est distribué au Canada. Exact. Malheureusement. Mais j'aime beaucoup les jeux historiques. Mais par contre, tu sais, Maléfice, même Colonial Gothique, il y a quand même du surnaturel au travers. Un petit peu quand même. À ce moment-là, j'en ai fait à quelques reprises sur la chaîne, surtout dans mes valses de la crypte. J'ai eu des aventures qui sont déroulées en France, à l'époque de la Nouvelle-France. J'ai eu l'Angleterre en 1890. Mais des jeux qui sont orientés vraiment dans une époque précise, j'avoue que j'en ai pas tant fait, même si j'en ai qui j'aime beaucoup. J'en ai beaucoup, mais j'en ai pas tant fait. Je pense que par exemple à Haining, ça s'appelle D-Section. Puis dans le fond, c'est des agents secrets à l'époque de l'Angleterre élisabétain. Et c'est cool, ça, c'est un très bon jeu, mais je ne l'ai pas tant non plus examiné sur la chaîne, mais j'aime ça. Mais il y en a beaucoup qui ne se rendent pas. On va se le dire sincèrement, il y en a beaucoup qui ne se rendent pas au Québec. Exact. Je pense que c'est normal dans la structure de comment les petites entreprises de jeux de rôle opèrent. C'est très difficile de mettre la main sur des versions physiques. Mais déjà que ça, c'est très niché, fait que c'est encore plus niché au Québec, ça ne se vendra pas malheureusement. Exact. C'est tellement difficile. Ça ne sera pas rentable. Puis il faut dire aussi que ce facteur-là, qui, selon moi, il y a aussi des jeux de rôle qui sont très, très, très grand public, qui font et qui opèrent dans cette niche-là. Par exemple, l'appel de Cthulhu. Il y a plein de modules de l'appel de Cthulhu qui mettent de l'avant des éléments historiques, qui donnent l'impression aux joueurs de vivre l'impression d'un jeu de rôle historique, mais qui sont plus facilement trouvables. Tu as du matériel en masse, tu as une communauté pour répondre à tes questions de règles, te donner des scénarios. Bien sûr, il y a du fantastique, je le sais, il y a de l'horreur, il y a d'autres genres, là, ça se mélange. Mais tu peux utiliser l'appel de Cthulhu comme système pour rouler quelque chose qui serait très terre-à-terre, très historique pour creuser le Québec des années 20, par exemple. Horreur liminale aussi, je pense. Horreur liminale En fait, la game qu'on a faite ensemble, c'était en 1960, en Gaspésie. Puis c'était super intéressant. Puis il y a des modules de, justement, Berlin la dépravée. Ben oui, c'est vrai. Plonge dans cette période historique-là. C'est cool, ça. Mais oui, bien sûr, Maléfice, c'est super beau. La nouvelle version est très belle aussi. Maléfice, Colonial Gothique, c'est quoi l'autre qui était nommé? Pavillon Noir. Pavillon Noir, c'est jamais vu au Québec, malheureusement. Mais c'est cool aussi, c'est pirate et réaliste. Fait que oui, ben écoutez, ça c'est... Très bien, merci pour la question. On a le temps en rafale pour quelques-unes peut-être. Vas-y. Quel blog, chaîne YouTube suivez-vous pour vous tenir informé des actualités jeux de rôle, en français ou en anglais? Vas-y, réponds en premier, je vais y aller après. Moi, c'est systématiquement en anglais, je dois dire. C'est peut-être ça un peu notre vibe aussi. On n'est pas très connecté sur le monde. J'écoute quand même beaucoup la bibliothèque d'Alvin, qui, je pense, fait les meilleures vidéos que j'ai vues en français sur YouTube, que toutes catégories confondues. La bibliothèque d'Alvin, c'est fucking hot! Sa vidéo sur l'histoire de Donjons Dragons, c'était un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est du grand travail. Pour l'actualité, je vais écouter à peu près tout. Fait que oui, j'écoute beaucoup D&D Shorts. J'écoute Mystical Art, j'écoute Matt Colville, MCDM. J'aime beaucoup Dungeon Craft, professeur Dungeon Craft qui fait des vidéos. C'est rendu beaucoup ça, le monde YouTube du Donjon Dragon en anglais, là, c'est des scandales. Puis chaque semaine, c'est le nouveau scandale de Wizard of the Coast. À un moment donné, c'en est épuisant. Mais il y a aussi le Eldritch Lorecast. C'est un Australien, un Américain qui vit, je pense, à Seattle présentement, Dale Kingsmill, qui font un podcast où ils parlent de l'actualité du jeu de rôle. Sly Flourish, un des meilleures ressources ever pour votre partie du jeu de rôle. Il y a un podcast qui est excellent qui parle de l'actualité du jeu de rôle. Il y en a des tonnes. De mon côté, je pourrais le nommer, en fait, pas tant une source précise parce qu'il y en a plusieurs, mais je ne connais pas le nom par cœur. Sauf que je suis beaucoup de Substack de créateurs de jeux de rôle. Ah ouais! Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. En fait, la majorité des créateurs que j'apprécie, justement, ceux qui ont fait Horreur Liminale en anglais, Sly Flourish, il y en a un. Plein d'auteurs, Leo Hunt, bref, je peux en nommer comme ça, là, mais ils ont beaucoup de Substack, qui est comme un peu une plateforme, un peu à la chaîne de lettres, parce que dans le fond, tu rentres ton adresse courriel et tu peux recevoir des nouvelles de ces auteurs-là dans
ta boîte courriel. Et souvent, ils vont mettre à jour certaines informations, ils vont partager des avancées de certains projets. Et j'utilise beaucoup ça pour me tenir informé, justement, sur certaines choses. Tu m'enverras des liens, puis je vais les mettre dans la description, comme Bien ça, sûr. si les gens ont le goût de suivre. Bien sûr. On a des petites références. OK. OK, ça, on l'adresse rapidement parce que ça revient souvent, là. La rumeur veut que vous êtes des frères séparés à la naissance. Vérité ou complot? Pourquoi 2 Renault? On dit pas. On dit pas. Prochaine question. Mais oui, non, on n'est pas des frères, mais c'est plus compliqué que ça. C'est vraiment compliqué. C'est difficile à expliquer. Il faudrait que vous soyez notre cicatrice ici. Il y en a une là, puis il y en a une ici. Oh mon Dieu, ça, je sais pas si... Ah, il y a une photo de toi qui tient mon balai à neige brisé. Si j'ai ça. J'ai une autre question. La question, on pourrait finir avec ça, c'est... Avez-vous déjà songé à coécrire un scénario de jeu de rôle? Peut-être même un one-shot, ça serait le fun de lire et de sentir l'influence de chacun dans ce travail d'écriture. En tout cas, moi, ça me plairait. As-tu déjà écrit? Ben, on a... Déjà... Tu sais, moi, je t'ai envoyé des petites affaires pour Horreur Liminale. Oui, mais ensemble, vraiment ensemble, en coécriture. C'est vrai qu'on a fait des trucs... Un à l'autre, On on s'envoyait. partage, On ouais. partage, mais on sait pas. Mais ça pourrait le faire. On pourrait le faire. Rien ne nous empêcherait. Je trouve que c'est une bonne idée. Ce serait quoi, mettons, un scénario d'Horreur Liminale, peut-être? Non, mais je pense pas parce que c'est moins ton jam un peu, je pense, quand même. Je pourrais t'envoyer Malefice Point, puis tu pourrais me dire ce que t'en penses. C'est pas un peu point. C'est ma version de Annihilation pour Horreur Liminale. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ou puis j'essaie de voir un peu aussi, toi, de ton côté, qu'est-ce qui te fait vibrer en termes de jeu de rôle. J'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait... mais oui, ça pourrait être ça. On pourrait regarder ça parce que c'est vrai que t'aimes beaucoup ça quand même. Ça reste que c'est de l'horreur, mais on n'est pas dans de l'horreur graphique, là, vraiment. On n'est pas dans des vers solitaires qui rentrent dans les gens. Là. C'est autre chose. Ouais, ça pourrait être comme de l'horreur psychologique, Ouais. sociale. Même de la science-fiction, en fait. Les deux, on aime beaucoup Ouais. ça. Ouais. Ça pourrait être très cool. Tu sais, un scénario pour Mothership, ça serait hot, man. Ça serait vraiment awesome. C'est Fait cool, que, ça. écoutez, pour l'instant, vous pouvez toujours aller visiter nos pages Itch respectives pour voir les affaires qu'on a inventées. Puis merci pour toutes ces questions Internet. C'est Merci, déjà? Pierre-Louis. Ben là, merci à toi. Ça a passé vite. Ah, ça a passé vite. Ça a passé tellement vite. On va J'ai refaire ça. terminé. Eh oui. Puis écoute, si jamais tu viens au Flim cet été, on pourra refaire ça. C'est peut-être le faire sur Ça scène. serait ou... cool, ça. Ah oui. Puis allez au film. Ça va être hot, le film. Ah oui, ça serait cool, ça. 25, 26, 27 juillet à Montréal. Donc pour ceux qui peuvent se joindre à nous, on va jouer à des jeux de société, des jeux de rôle, remettre des prix. Vous allez découvrir toutes les nouveautés de tous les éditeurs. Il va en avoir des tonnes et des tonnes. C'est vraiment le fun. La réponse est super. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont être là pour présenter leur jeu. Fait que on est bien excités puis on veut faire connaître l'événement. Fait que n'hésitez pas à partager ça. Très bien dit. Merci. Merci aux gens à la maison. Puis toi, Pépé, t'avais-tu une question peut-être pour les gens? Et là, ils ont posé des questions, mais peut-être que toi, t'as une question pour eux. Dormez-vous bien la nuit.